Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que là, à la suite de la présentation d'Antoine, je sais pas, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc je pense que vous l'avez compris, mais on va le redire. Marcy, Kédia, enchantée. Enchantée. Merci beaucoup d'être là. Ce sujet nous tient vraiment à cœur et on espère sincèrement que vous repartirez de cette conférence avec de nouvelles idées et potentiellement une nouvelle compréhension du sujet. Donc je vous propose qu'on démarre directement dans le vif du sujet. On passe les présentations. Et on entame en reprenant la base de la base. LGBT+. Sûrement vous savez ce que c'est, mais je vais quand même vous le redire. Lesbienne, gay, bi, trans. Et le plus alors? C'est vrai, on voit LGBT, LGBT+, LGBTQIA, LGBTQIA+. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, le plus, il est essentiel. Le plus, il représente l'ensemble des autres segments de la communauté LGBT+. Et ces segments sont tout aussi légitimes et importants que les LGBT. Et si vous avez des politiques d'inclusion et de diversité, ils sont à prendre en compte au même titre que les LGBT. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez être des super alliés et vous allez dire LGBT+. Dire juste le terme LGBT, c'est pas suffisant. Ça ne représente pas tout le monde. Je suis désolée, j'ai un peu Parkinson. En vrai, je me sens pas trop stressée, mais mon corps, si. Vous lui en tiendrez pas rigueur, d'accord? Pour la plupart des gens, être une personne LGBT+, c'est être caractérisé par son orientation sexuelle. Pour beaucoup de segments, c'est vrai, et pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Je m'explique. L'orientation sexuelle, à la base, c'est notre capacité à être attiré émotionnellement, physiquement, je l'ai déjà dit, affectivement, par une personne du même sexe, du sexe opposé, ou par les deux sexes. Et on ne parle pas que d'attirance sexuelle, d'accord? C'est aussi émotionnel et affectif. Dans le cas du segment L, lesbienne, on parle bien de femmes qui sont attirées par des femmes. Là, ça fonctionne, on parle d'orientation sexuelle. Pour les gays, ce sont des hommes attirés par des hommes. Là, c'est pareil, orientation sexuelle. Bi, je pense que jusqu'ici, j'ai perdu personne. Hommes ou femmes attirés par des hommes et des femmes. Toujours orientation sexuelle. Et le segment T, les personnes transgenres. Là, ça ne nous suffit pas, l'orientation sexuelle. Il nous manque des informations. On ne peut pas définir une personne transgenre par son orientation sexuelle. Mais alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui vous manque? L'identité de genre, l'expression de genre, le sexe biologique et l'orientation sexuelle. C'est tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte quand on veut définir une personne LGBT+. Donc rentrons dans le détail de ces éléments. Le sexe biologique, facile. Avec quel attribut êtes-vous né? Petit couac technique, désolé pour ça. Est-ce que vous êtes né avec des attributs féminins, des attributs masculins, un hybride des deux? Je pense que ça, tout le monde est capable de le définir. Ensuite, nous avons l'identité de genre. Là, c'est un peu plus complexe. Comment, dans votre fort intérieur, vous vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez homme? Est-ce que vous vous sentez femme? Est-ce que vous vous sentez entre les deux? 80% homme, 20% femme? Ça, c'est vous et vous seul qui pouvez le savoir. Il s'agit de ce qui se passe dans votre tête. On parle d'identité de genre. Ensuite, nous avons l'expression de genre. L'expression de genre, c'est votre façon de vous montrer au monde. Votre comportement, vos gestuels, votre style vestimentaire. C'est vraiment vous face au monde. Et ensuite, nous avons l'attraction, l'orientation sexuelle que nous avons vue juste avant. Donc là, on voit bien que pour définir une personne LGBT+, il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte et pas seulement l'orientation sexuelle. Et tout de suite, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de laisser une identité à la porte d'une entreprise qu'une simple orientation sexuelle, n'est-ce pas? Donc venons-en aux faits. Petit rappel, et j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Je vous demanderai de lever la main si la réponse est oui. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui pensent que l'orientation sexuelle n'a pas lieu d'être en entreprise? Dans le sens où ce n'est pas un sujet qui a sa place.
Vous pensez tous que c'est un sujet? Ah, vous êtes trop forts. Vous êtes vraiment avancés sur votre temps, je vous assure. Oui, on a fait un meet-up. Clairement, il y avait des gens qui étaient contre. Donc voilà, vous êtes des personnes plutôt safe apparemment. On va dire qu'il y en a quelques-uns qui ont levé la main. Vous pouvez quand même lever la main aux prochaines questions. Est-ce que vous avez déjà fait des pauses café avec des collègues? Super. Vous savez tous. Ils aiment Je le vois café. qu'ils ne lèvent pas la main. D'accord, très bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de travailler seul. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce que vous avez pu faire le week-end avec vos proches, à vos collègues, durant ces pauses-là? Ok. Eh bien, laissez-moi vous dire que sans le savoir, vous avez mentionné votre orientation sexuelle. Parce qu'en fait, quand on parle d'orientation sexuelle, on ne parle pas de parler de son intimité, de sa sexualité, de ses désirs, de ses fantasmes. C'est pas du tout ça. Ça n'a pas lieu d'être en entreprise, en fait. Quand on parle de mentionner son orientation sexuelle, on parle de pouvoir mentionner son ou sa partenaire en milieu professionnel sans avoir peur des conséquences, et c'est tout. C'est tout. Maintenant, je vais laisser la main à Marcy pour présenter quelques chiffres. Complètement. En fait, les chiffres sont extrêmement parlants, c'est-à-dire qu'on est à 67% de personnes LGBTQIA+, qui aujourd'hui, sur la base d'une étude qui est celle de Boston Sourcing, en fait, ne veulent pas être visibles à cause de conséquences négatives. Quelles sont ces conséquences négatives et comment elles se caractérisent surtout? On va porter notre attention sur ce que j'appelle la typologie des agressions. Vous allez comprendre ce qui se passe, ce qui exprime ces 67%. Alors déjà, vous comprendrez que généralement, ça commence par des remarques sur l'identité LGBT. Puis, ce sont des rires. Puis, ce sont des moqueries, voire des insultes. Et là, on arrive dans du harcèlement, voire encore plus haut, suicide, etc. Ce qui existe tout à fait. C'est une ascension. Il faut aussi comprendre un autre point qui va être essentiel, c'est qu'en fait, à tout à chacun, on a une perception, une émotion, une sensibilité qui va complètement différer d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui sentirait une remarque en tant que telle pourrait très bien le prendre pour une moquerie. Ce qui peut être caractérisé par des rires peut être perçu comme une insulte, en fait. Et ce qui peut être des moqueries ou alors des blagues répétitives va être littéralement ressenti comme du harcèlement. Et c'est important de comprendre qu'on est tous complètement inégaux là-dessus et que votre posture, en tant que personne LGBT ou non LGBT d'ailleurs, va garantir la sécurité émotionnelle des personnes LGBT en entreprise. Alors, pourquoi c'est un sujet en entreprise? Déjà, en fait, une personne LGBT qui ne peut pas déclarer qu'elle l'est, puisqu'on l'a dit, on ne peut pas forcément déclarer comme ça en plein milieu de l'open space « je suis LGBT », ça ne fonctionne pas. Cette personne-là, littéralement, est en situation de vulnérabilité, en fait. Vraiment. Parce qu'elle ne peut pas exprimer qui elle est. Et donc, elle va ressentir une insécurité émotionnelle, exactement comme je vous expliquais sur cette question d'ascension. Aussi, imaginez-vous tous les jours mentir sur votre identité. Tous les jours faire semblant d'être hétéro ou tous les jours ne pas dire qui vous êtes. Littéralement, vous allez ressentir une perte d'énergie qui va être énorme, vous allez vous dissimuler et puis vous allez adopter tout plein de comportements qui ne seront pas du tout naturels. Donc c'est dur, c'est une charge mentale. Autre effet, à ne pas négliger, baisse de performance. Il faut imaginer que vous tous, nous tous, tous les matins, on se lève quoi. On fait le choix d'attaquer une journée. Imaginez si la journée d'avant, elle était terrible, celle d'avant encore, et encore, et encore, et encore. Enfin, clairement, oui, baisse de performance, et surtout des engagements. Et risques psychosociaux, comme je vous disais, risques psychosociaux, c'est quoi? Ça commence par une petite déprime, ça peut aller vers la dépression, voire quelque chose de complètement plus sordide. Impact au niveau de l'équipe. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du management? Si vous avez été confronté à ça, peu importe votre position, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a forcément une situation d'incompréhension et de malaise au sein de l'équipe. On ne sait pas ce qui se passe chez la personne LGBT qui ne se oute pas, qui ne déclare pas son identité. On ne comprend pas, en fait. On voit qu'il y a du désengagement, qu'il y a un manque de performance, donc oui. Il y a une incompréhension et une incohérence. Aussi, il y a une prise de distance qui va être réelle avec les collègues et le management. Aussi, ce qui est un point central, c'est l'image de l'entreprise. En fait, concrètement, on ne participe pas à une culture safe quand on ne permet pas aux personnes de pouvoir déclarer librement leur identité. Et autre point, voilà, on n'est plus sur la marque employeur, mais c'est exactement ça, c'est la difficulté à attirer et retenir les personnes LGBT. Alors, petite problématique, comment
on agit et on remédie à ça autant individuellement qu'en entreprise. Eh bien, je vais vous expliquer un truc. C'est que, avec Kedia, on a mis en place un duo qui s'appelle Jean et Marion. Vous allez voir, il est possible que vous retrouviez, ou vous-même, vos collègues, plus dans Jean, plus dans Marion. Et vous allez comprendre ce qui va se passer suivant différentes scénettes qui sont, je tiens à le dire, des véritables témoignages que j'ai recensés et qu'on a retravaillés et qui vont vous faire rentrer littéralement dans la problématique de l'inclusion des personnes LGBT dans la tech. Alors, Jean, déjà, c'est un mentor, ok, il prend en charge Marion. Les LGBT, concrètement, il ne connaît pas. C'est pas un sujet pour lui. Enfin, il n'est pas hostile, hein. Juste il ne connaît pas. C'est pas un sujet. Voilà. Par contre, il est grave amateur de bière. Alors les IPA, il connaît. Les pizzas, c'est grave son domaine. Et aussi, il adore les jeux vidéo. D'ailleurs, il a toujours une manette parce que FIFA, c'est quand même grave cool à la pause déjeuner. Et c'est important pour lui. Marion, elle est recrue depuis 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Elle est issue de reconversion, en fait. Avant, elle était dans un tout autre secteur. Elle ne se sent pas hyper bien dans l'entreprise, mais, ceci dit, elle a confiance en Jean, parce que c'est un mentor qui fait bien son job, en fait. Et ce n'est pas quelqu'un qui est hostile, comme je vous l'ai dit. Vous allez comprendre. On va refaire un petit exercice. Là, je vais vous demander de participer rapidement. On va vérifier si les acquis d'avant étaient bons. Mais du coup, pour bien statuer les identités de Jean et de Marion, Jean, vous l'aurez compris, son sexe biologique, c'est masculin. Son identité, elle est masculine. Son expression, clairement, est masculine. Voilà. Et son domaine d'attraction, bon, même s'il est LGBT, ce n'est pas un sujet pour lui, on va partir du fait qu'il est dans la norme, donc il est hétéro. Marion, elle, je vais vous la présenter d'emblée, comme ça vous allez comprendre. Son sexe biologique, elle est femme. Son identité, elle est relativement fluctuante, mais elle se retrouve quand même dans les codes féminins. Son expression est variable, donc parfois elle est masculine, parfois elle est féminine, donc elle est presque sur de la non-binarité. Et son domaine d'attraction, ce sont les femmes. Et c'est exactement ce qui va causer le problème qui va vous être présenté par la suite. Donc, comment réagir lors de cette scène Kedia? C'est parti, on part dans la peau de Marion et Jean avec le classique pause café. Alors, Jean, Baptiste, David et Marion vont prendre un petit café le lundi matin après leur stand-up. Comme à leur habitude, tout le monde commence à raconter son week-end. Baptiste, lui, a fait un barbecue avec des amis. David, le brun avec les lunettes, il a fait une compétition de sport. Jean, lui, a fait un escape game avec ses cousins. Et Marion ne dit rien. Baptiste, du coup, l'interpelle. « Et toi, Marion, tu nous racontes jamais ton week-end? Qu'est-ce que t'as fait? Allez, vas-y, c'est bon, tu peux nous dire, on est entre nous, là, c'est la pause. » Marion, timidement, répond « Moi, en fait, j'ai fait une randonnée en forêt avec mon ami. » Là, Baptiste tilt. Il se met à rigoler. « Tiens, mon ami, c'est marrant, j'ai une pote Gwyn qui dit ça quand elle veut pas parler de sa copine. » Là, David se met à rigoler aussi. « Ah, arrête, Baptiste. Elle a pas du tout le look Gwyn, enfin un petit peu, mais ça va quand même, Marion. » Il rigole. Marion est extrêmement mal à l'aise. Ils ne s'en rendent pas compte et retournent au bureau. Lui, Jean, est témoin de la scène. Il dit rien, il observe et il se dit là, il faut que j'intervienne. Concrètement, oui, il faut qu'il intervienne. En tant que bon allié, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous, qu'est-ce que vous pourriez faire dans ce cas-là? Parce que c'est du classique. Sincèrement, je pense qu'on est beaucoup d'LGBT+, à avoir rencontré une situation à peu près similaire en milieu professionnel. La première chose, c'est de lui apporter son soutien, peu importe le moyen. Lui a fait le choix d'aller voir Marion à la suite de ça et de lui dire « Écoute, j'ai bien vu que tu étais super mal à l'aise pendant la pause café, là. Peut-être que leur comportement n'a pas été approprié. Si tu veux que j'aille leur parler pour leur dire que c'était pas cool, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Et si tu as besoin de parler, je suis ton mentor, je suis là. Tu n'hésites pas, il n'y a pas de problème. » Donc, n'hésitez pas à témoigner du soutien. Peu importe le moyen, à votre façon. Mais si vous êtes témoin d'une situation similaire qui met mal à l'aise quelqu'un, n'hésitez pas à aller lui en reparler après, voir ce qui a posé problème. Après, on part du principe que chacun a le choix de parler de sa vie privée ou pas. S'il ne veut pas le faire, on évite de le forcer.
C'est bête, mais pourtant, il y en a qui insistent. Après, c'est très important, en tant qu'allié, d'être attentif au non-verbal. On le sent des fois, des malaises. Et si on n'est pas attentif, on ne voit pas ce qui se passe. Donc regardez des situations qui se passent. Soyez un peu plus attentifs aux échanges qu'il y a au sein de vos entreprises, entre les collègues, et vous pourriez vous rendre compte qu'il y a des petites micro-agressions et des gens qui sont blessés beaucoup plus de fois qu'on l'imagine. Dans les choses à ne pas faire, la première, c'est d'arrêter d'utiliser des termes péjoratifs. Goudou, gouine, broute-minou, tafiole, pédé, fofolle, j'en passe. On arrête, et même si c'est sur le ton de l'humour. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, et cela peut être perçu comme une agression. Ok, ça peut vous paraître drôle, mais sincèrement, la plupart du temps, c'est juste pas drôle, en fait, c'est lourd. Donc, s'il vous plaît, bannissez ce vocabulaire de votre vie professionnelle et au mieux de votre vie personnelle. Et autre point, arrêtons de présupposer l'orientation sexuelle des gens. Là, c'est pareil, vous n'en savez rien. Cette femme en face de vous, elle aime peut-être pas les hommes, en fait. Et par réflexe, beaucoup de gens sont là à dire « Et toi, t'as un mari, t'as un copain ?» Non, changeons notre façon de parler. Et toi, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? On ne sait pas. Un homme, une femme, quelqu'un. Donc voilà pour les do's et les don'ts. Maintenant, passons à d'autres chiffres et d'autres situations. Exactement. Donc encore une fois, pour bien ancrer la scénette que vous venez de voir, en fait, 20% des personnes LGBTQIA+ avancent que le climat en entreprise est hostile. Il est hostile, comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément évident de se faire alpaguer par ses collègues, pressuriser, expliquer, se justifier sur son identité et ce qu'on fait. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Marion, elle était issue de reconversion. Cette même étude que je vous présente depuis tout à l'heure, en fait, a présenté des indicateurs safe par secteur. Et en fait, Marion, avant, elle était dans le luxe et la mode, et elle n'avait aucun problème à se outer, puisqu'en fait, dans la mode et dans le luxe, il y a une culture LGBT qui est quand même plus présente. Là, elle est dans le secteur de la tech, elle a fait sa reconversion, elle a fait son bootcamp. Le milieu lui semble beaucoup plus hostile, car voilà, il y a plus d'hommes, il y a plus de bro-culture, on vous a dit pizza, foot, bière, FIFA. Donc forcément, ça n'invite pas systématiquement à pouvoir faire son coming out. Et vous pouvez prendre du coup les informations qui sont présentes ici. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà en fait vécu ou entendu le coming out d'un de vos collègues? Ok, vous êtes beaucoup quand même. Ils sont beaucoup comparés au Meetup, c'est trop bien. Vous êtes un bon public. Vraiment, très cool. Oui, donc point essentiel sur le coming out, parce que vous avez eu forcément une situation qui s'est présentée à vous, vous avez forcément réagi de manière différente, mais la chose la plus importante en fait, c'est qu'il faut comprendre que le coming out, et ça je le dis aux personnes qui ne le sauraient pas et qui ne l'auraient pas compris, ce n'est pas qu'une fois dans sa vie. On ne se oute pas un matin, et après, c'est terminé, c'est derrière nous. C'est pas vrai. En fait, c'est vraiment toute sa vie. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça se présente littéralement à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle équipe, à chaque nouvelle personne qui rentre dans l'équipe, à chaque personne qu'on recrute, à chaque personne. Vous voyez le nombre de situations en fait, auxquelles on est confronté en tant que personne LGBTQIA+, à devoir exprimer notre orientation. C'est pas forcément évident. Alors du coup, pour comprendre et encore plus ancrer cette question de coming out, je vais vous expliquer comment réagir au travers de Jean et Marion lors d'un coming out. Vous avez vu, en fait, Jean et Marion, en tout cas, Jean n'a pas présenté d'hostilité, il a eu plutôt la bonne attitude. Qu'est-ce qui se passe? Marion, c'est quand même la personne qui travaille avec Jean. Et là, la situation, ça l'a complètement dépassée et elle se sent qu'en fait, si elle continue à ne rien dire, elle va totalement être isolée et ça risque de devenir extrêmement problématique pour elle et son avancée dans l'entreprise. Donc, elle va voir Jean et elle lui dit « Écoute Jean, je dois te dire un truc. Ce qui s'est passé ce matin à la machine à café, en fait, c'est que, ouais, quand je dis mon amie, ben, c'est pour dire qu'en fait, j'ai une copine. J'ai une copine, ouais. Et voilà, je pense que je ne devrais pas en avoir honte et c'est carrément OK. D'après vous, comment va réagir Jean? Jusqu'ici, on est clairement sur une avancée progressive et positive de Jean. Donc Jean, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, il n'a pas de réaction particulière. Il est totalement dans l'observation.
dans l'empathie, il est dans l'écoute active de ce que dit Marion et il n'est pas dans le jugement. Imaginons que Jean puisse être gêné, puisque je vous ai dit, il ne connaît pas les cultures LGBT, il pourrait être gêné, mais en tout cas, en vrai, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, si vous êtes confronté à ce type de situation et que vous trouvez que c'est gênant, en fait, on est en milieu pro, donc restez pro. Voilà. Même si ça vous gêne de vivre un coming out, restez pro. C'est comme quand quelqu'un vous dit qu'il ne pourra pas être là lundi, on n'a pas besoin de plus de conseils, en tout cas plus de points importants, d'informations. On n'est pas là pour être curieux, en fait. C'est pas grave. Restez professionnel. Ce que ne fait pas Jean, et ça c'est cool, c'est qu'il ne fait pas d'allusion sexuelle. Hein. Il n'est pas en train de surenchérir sur ce que révèle Marion. Et aussi, il ne pose pas de questions déplacées. Et ça, clairement, c'est la très très bonne attitude à avoir lors d'un coming out. En effet, 30% des personnes LGBT pensent que faire son coming out au travail est un risque. Et je vous parlais tout à l'heure de la typologie des agressions, du côté ascensionnel, etc. Et ça, c'est un vrai point, puisque je vous préviens d'emblée, c'est un véritable témoignage que vous allez voir là encore une fois, mais qui va faire littéralement monter la température dans la salle en termes de sécurité émotionnelle. On va passer sur le cas de l'agression homophobe. Jean est tout seul, là cette fois-ci, il n'y a pas Marion. Il est sur le plateau, et il se passe ce truc, en fait, c'est que l'homme de gauche, qu'il connaît un petit peu, a lui aussi une personne qui l'accompagne, un alternant, et l'homme de gauche va lui dire « Putain, mais t'es sérieux, mais tu codes vraiment comme un PD, enfin, là, c'est quoi tes lignes de code, là ? C'est quoi tes lignes de code ?» Non, mais parce qu'en vrai, t'es hyper sympa, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci que tu fasses la folle, tout ça, mais là, je suis désolée, niveau pro, en fait, ça va pas du tout, là. La personne de droite, elle est complètement désemparée. Elle peut rien dire, elle peut rien faire. Vous imaginez le degré de violence à vous faire insulter comme ça sur plateau en open space. Je le répète, c'est une vraie situation. On garde le truc anonyme, mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Jean doit littéralement agir de suite. Et c'est vraiment hyper important. Si vous êtes confronté à ce type de situation, vous intervenez sur le moment. Vous séparez les deux personnes, vous mettez en sécurité émotionnelle la personne qui vient de vivre cette agression. Aussi, autre point, vous remontez le problème à quelqu'un de compétent. J'explique pourquoi c'est important, c'est parce qu'en fait, au plus vite vous réagirez en isolant les deux personnes et en remontant l'information, que ce soit par mail, que ce soit par chat, par Slack, ce que vous voulez, plus vite le problème va être géré. Quand je dis personne compétente, ça peut être manager si vous n'êtes pas manager, mais ça peut être aussi les ressources humaines. Elles sont là pour ça, vous devez les solliciter pour ça. Également, vous devez rappeler que la discrimination sur le lieu de travail, dans le travail, est interdite. Je ferai un rappel par la suite et vous comprendrez comment utiliser ce point-là. Aussi, ce qu'il ne faudrait pas faire dans ces situations, c'est rester passif, ne pas réagir du tout, ce qui voudrait dire que vous validiez la scène qui vient de se passer, ce qui peut être extrêmement perturbant et la personne qui a vécu cette agression va se sentir vraiment très seule. Aussi, ne pas avoir l'attitude du mec de gauche, quoi. Enfin, je veux dire, pas être insultant, pas être irrespectueux et faire des remarques discriminantes sur la base de clichés, comme vous avez pu l'entendre. Donc, pour rappel, la discrimination par l'article 225-1 du Code pénal l'exprime. Vous pouvez l'utiliser à tout moment et dans n'importe quel secteur, je veux dire dans le recrutement, que ce soit sur le lieu de travail, dans la rédaction d'annonces, n'importe quel moment vous l'utilisez constitue une discrimination. Toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, en raison de leur sexe, en raison de leur apparence physique, en raison de leurs mœurs, en raison de leur religion et en raison de leur orientation sexuelle. Messieurs, mesdames et non-binaires, c'est extrêmement important d'utiliser cet outil-là. Vraiment. Parce qu'il y en a qui sont en roue libre sur LinkedIn, parce qu'il y en a qui sont en roue libre sur le travail. Et en fait, clairement, faut pas. Juste faut pas. Et protéger aussi les personnes qui sont vulnérables, c'est important. Donc, merci. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Récapitulons. Exactement. Vous avez vu donc tout au long d'un tas de scénettes, vraiment des mises en scène. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est que Kedia reprenne la main pour vous expliquer comment agir individuellement en entreprise. Le focus sera beaucoup plus corporate, mais aussi collectivement. Alors, pour récapituler suite à nos petites histoires avec Jean et Marion, qu'est-ce que c'est être un bon allié en soi ou une bonne alliée ? C'est pas compliqué et ça va pas vous coûter grand-chose. La première chose, c'est d'être empathique, ouvert d'esprit et bienveillant. Ça, je pense que c'est possible pour tout le monde.
sincèrement. Et la deuxième chose très importante, soyez vigilants. Ayez une tolérance zéro et protégez vos amis, collègues LGBT+. Si vous voyez une situation de discrimination dans votre entreprise, réagissez, ne laissez pas ça passer. Et si tout le monde faisait ça, on aurait quand même des milieux professionnels beaucoup plus inclusifs. Juste ces deux actions-là, d'être quelqu'un d'empathique, ouvert d'esprit, bienveillant et d'être vigilant face à toute forme de discrimination, on n'aurait pas besoin d'avoir ces discussions-là aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, soyez de super alliés et appliquez cela dans votre vie de tous les jours au quotidien. Appliquer ça de façon individuelle, c'est bien, mais mener des actions de façon collective, c'est mieux. Et c'est aussi aux entreprises de s'engager dans l'inclusion des personnes LGBT+. Concrètement, demain, votre entreprise a envie de lancer une politique d'inclusion et diversité. Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, 3 prérequis. Déconstruire les idées reçues, prendre position et engager ses dirigeants. Déconstruire les idées reçues. On en a vu un certain nombre depuis le début de la conférence. La première, orientation sexuelle vs sexualité. Non, parler d'orientation sexuelle, ça ne va pas être la fête du slip dans votre entreprise, parce qu'on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de fantasme de désir, comme je vous ai dit. On parle juste du fait de pouvoir mentionner son ou sa partenaire à ses collègues sans qu'il y ait de conséquences. C'est tout. Autre idée reçue, si personne n'en parle, c'est que ce n'est pas un sujet. Moi, mon entreprise, on est 30, personne n'est homo. En fait, statistiquement, potentiellement, 2 personnes sont concernées. Mais est-ce qu'elles ont envie d'en parler? Si vous n'en parlez pas, vous vous rendez compte le risque pour ces personnes? Si jamais elles arrivent et elles disent finalement, moi, j'ai une femme et leur boss est homophobe ou LGBT-phobe. Bonjour l'ambiance après. Croyez-moi, il suffit d'une personne dans une équipe pour ruiner une vie professionnelle. Donc forcément, si les personnes LGBT+, n'en parlent pas, c'est parce que le sujet ne peut pas être abordé. Et non pas parce que ce n'est pas un sujet. Et troisième chose qu'on entend trop souvent en entreprise, ça, c'est le domaine de la vie privée. On ne mélange pas vie privée avec vie professionnelle. S'il vous plaît, arrêtons avec ça. On ne peut pas construire un mur de Berlin entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Encore moins aujourd'hui. On passe 40 heures semaine avec des gens, 5 jours sur 7. Forcément qu'à un moment, ils vont nous poser des questions sur notre vie privée. C'est normal, c'est humain. Alors, si vous avez envie de rien dire, très bien, c'est votre choix. Mais c'est compliqué, sincèrement, c'est compliqué. Donc, il y a toujours un moment, même 10 heures avec une personne, sur un petit projet, quelque chose, il va forcément nous demander « Mais toi, en fait, t'as un copain, t'as un machin, tu fais quoi à côté du travail ?» Forcément. Donc, non, c'est compliqué de séparer vie privée et vie professionnelle. Et ça ne devrait pas être une obligation. Ensuite, il est nécessaire pour les entreprises de prendre position. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que c'est un non-sujet, mais il faut savoir quand même que ça touche 6 à 8% de la population et que 9% des plaintes professionnelles sont LGBT-phobes. Donc il y a un moment, il faut agir. Et comment on fait pour agir? Eh bien, on commence à en parler, on met le sujet sur la table, on rassemble les personnes compétentes et on se dit, c'est parti, on va mettre en place des actions. Et je vais vous en présenter quelques-unes des actions par la suite. Le troisième point, c'est l'engagement des dirigeants. C'est essentiel. Vos managers, c'est eux qui vont donner l'exemple au sein de vos équipes. Il faut qu'ils soient respectueux, il faut qu'ils aient une tolérance zéro et qu'ils soient bienveillants. Si ce n'est pas le cas, ça va insuffler dans les équipes et les équipes vont se comporter de la même façon. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc il est essentiel que les managers soient formés, il est essentiel que les DRH soient formés, le COMEX aussi, et parce que ce sont des gens vers qui les collaborateurs vont se tourner en cas de problème. Et il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir réagir. Il faut savoir que l'employeur a un devoir de protection envers ses employés. Et la prévention, ce n'est pas une option. Donc, en prenant position pour l'inclusion des personnes LGBT+, c'est aussi une façon de protéger ses employés LGBT+. Maintenant, on va passer aux actions possibles. Mais avant, je vais vous faire un petit disclaimer. Là, on est vraiment en mode starter pack de l'entreprise qui veut se lancer dans une politique d'inclusion et de diversité. Donc, les actions qu'on va vous proposer,
Déjà, c'est une liste non exhaustive et ça concerne la population LGBT+, au global. Mais en vrai, et dans un second temps, une fois que vous avez commencé à mettre en place ce type d'action, il est essentiel et primordial de se concentrer segment par segment. Parce que chaque segment, que ce soit les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, les pansexuels, chacun a ses propres spécificités et ses propres difficultés en milieu professionnel. Et il y a des actions bien spécifiques à pouvoir prendre pour chacun de ces segments. Mais là, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans ce détail, donc on va rester sur quelque chose de global, d'accord ? Le pinkwashing, on en a parlé brièvement à l'introduction. Mettre en place une politique d'inclusion et de diversité, ça ne veut pas dire mettre des drapeaux multicolores partout et laisser des micro-agressions se passer au quotidien dans son entreprise. C'est pas ça. C'est vraiment poser des actions et engager les gens au quotidien. Alors, voilà notre liste d'actions. Qu'est-ce que vous pourriez faire en tant qu'entreprise ? Première chose qui pourrait être super intéressante, c'est de faire un sondage anonyme auprès de vos collaborateurs et collaboratrices pour savoir comment ils ressentent l'inclusion au sein de votre entreprise. Est-ce que vos employés ont déjà vu ou ont déjà été témoins d'une situation discriminante au sein de votre entreprise ? Est-ce qu'ils ont déjà entendu des propos LGBT-phobes, sexistes, racistes ? Posez la question anonymement et vous pourriez être surpris des résultats. Parce que je pense que beaucoup ne voient pas ce qui peut se passer au sein des équipes. Et par des sondages anonymes, on a des vraies réponses qui ressortent. Deuxième chose essentielle, faire des formations, des séances de sensibilisation, des conférences sur le sujet. Je pense sincèrement que 70% des micro-agressions qui se passent en milieu professionnel contre les personnes LGBT+, sont dues à de la méconnaissance sur le sujet. Si les gens étaient un peu mieux éduqués sur le sujet, on aurait beaucoup moins d'agressions. Parce qu'en fait, ils sont maladroits. Et ce qu'ils disent, c'est maladroit. Il y en a, c'est intentionnel, mais pour beaucoup, c'est juste de la maladresse. Donc, éduquez, sensibilisez vos collaborateurs, et ce, sur chaque segment. C'est important. Ensuite, une autre action qui est intéressante pour la visibilité de l'entreprise, c'est la signature d'accords, de chartes et de plans d'action. Il y a une charte qui existe, qui a été faite, coécrite par Accenture, petit moment corporate, qui en fait, c'est une liste d'engagements pour les entreprises en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+. L'avantage de ce type d'action, c'est que déjà, ça montre que l'entreprise se positionne pour l'inclusion des personnes LGBT+. Pour les personnes concernées, donc la communauté LGBT+, ça les rassure, ils se disent, bon, là, on va peut-être réussir à avoir un environnement un peu plus safe. Et pour les réfractaires, les personnes LGBT-phobes, ça leur donne un cadre d'obligation. Elles vont peut-être réfléchir à 2 fois avant de lancer leur blague sur les PD, si l'entreprise commence à lancer ce type d'initiative. Autre point intéressant, c'est la mise à disposition de documentation. Donnez des guides à vos managers, donnez des guides à vos collaborateurs et collaboratrices. Vous le laissez poser dans la salle de pause, nous c'est ce qu'on fait à Accenture. On a des guides sur tout plein de diversité et au moins les gens vont se renseigner. S'ils ne savent pas de quoi on parle, ils vont lire, ils voient des définitions, des situations qui peuvent être rencontrées en milieu professionnel et ils voient qui ils peuvent contacter s'ils sont témoins de situations discriminantes. Et ça, c'est assez facile à faire. On a des super associations, type Autre Cercle notamment, qui accompagnent les entreprises pour réaliser des guides en interne. Ensuite, avoir le management, les dirigeants engagés, c'est bien, mais avoir des collaborateurs, collaboratrices qui s'engagent aussi, c'est mieux. Il est nécessaire de créer des équipes et de laisser les collaborateurs motivés porter le sujet, parce qu'ils vont vraiment faire vivre les actions. C'est eux qui vont organiser les conférences, ils vont avoir des idées et qui vont porter le sujet. Avec le soutien du management, un petit peu de budget, ça peut aller très très loin. Et c'est aussi important d'avoir des rôles modèles, des personnes LGBT+, qui sont d'accord de se rendre visibles dans l'entreprise pour porter le sujet et pour donner confiance aux personnes LGBT+, non visibles et qui ont peur pour leur carrière. Ces gens-là, ils sont visibles et on peut aller les voir s'il y a un souci. Et il y a des personnes qui iront les voir en disant, tu sais, moi, c'est un peu compliqué avec mon manager, et elles sauront quoi faire. Ayez des référents qui sont hors du management, c'est important. Des personnes qui sont accessibles, parce que les dirigeants, souvent, les collaborateurs, collaboratrices peuvent avoir peur de s'adresser directement à ces personnes. Donc avoir des équipes spécialisées,
C'est bien. Et dernière chose, gérer sa communication en interne et en externe. En interne, si vous signez des chartes, si vous mettez des choses en place, communiquez-le à vos employés. Il y en a beaucoup, ils ont la tête dans le guidon pour la mise en prod, ils ne voient pas du tout ce qui se passe. Envoyez un petit mail, faites une petite conférence en interne pour dire là, on lance notre politique d'inclusion et diversité, voilà ce qu'on veut mettre en place, on a besoin de votre soutien, venez nous aider, ça va être bien. Communiquez. Et en externe, pourquoi pas parler des actions que vous mettez en place aussi sur votre site web. Ça pourra potentiellement attirer des talents qui se diront « Ah bah cette entreprise, c'est pas mal, elle a pas mal d'actions mises en place, je vais être safe dedans, je vais pouvoir être comme je suis. Je ne vais pas avoir besoin de me cacher et de me poser la question tous les jours, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas ?» Donc voilà pour les actions. Et comme je vous ai dit, c'est une liste non exhaustive. Il y a beaucoup de choses, mais déjà, si les entreprises démarrent par ça, ce sera un très bon début. Et en parlant d'entreprise, on va vite fait faire un petit tour d'horizon de nos propres entreprises et des actions qu'on a pu mettre en place. Il nous reste 5 minutes. Donc à Accenture, c'est quand même un gros groupe et il y a un programme au niveau mondial qu'on a réussi à faire au niveau national puis au niveau régional. Et on se base sur 3 piliers. Le premier, c'est la pédagogie. Donc là, c'est vraiment toutes nos actions en interne. On met énormément de séances de sensibilisation en place sur chaque segment, où on fait intervenir des associations externes qui ont la connaissance du sujet pour aussi mieux nous renseigner, parce qu'on n'a pas tous les sujets en tête, les employés et les personnes qui tiennent le sujet en entreprise. Donc on invite des associations et elles viennent nous parler. On a aussi le pilier Talent, où là, on va aller dans les écoles, les grandes écoles et les universités, sensibiliser les étudiants sur l'inclusion et la diversité, parce que mine de rien, ce seront peut-être nos futurs employés ou managers, et ils se doivent d'être enseignés sur comment être un bon manager inclusif. Donc on y va, et comme ça nous permet aussi de montrer qu'à Accenture, c'est un lieu safe où ils pourront être en sécurité s'ils font partie de la communauté LGBT+. Parce que pour le coup, on a vraiment une tolérance zéro. On a un programme allié. Vous voyez, vous avez des tours de cou là. Nous, c'est pareil à Accenture. Normalement, ils sont noirs et les alliés peuvent avoir des tours de cou arc-en-ciel. Donc ça ne veut pas dire que vous faites partie de la communauté LGBT+, ça veut juste dire que vous êtes pour un milieu professionnel plus inclusif. Et mine de rien, c'est pas grand-chose de porter son petit tour de cou multicolore, mais pour les personnes LGBT+, quand on se retrouve dans une nouvelle équipe, de voir quelqu'un avec ça, ça va nous faire gagner en énergie, de se dire, bon, elle, je peux lui parler, je peux pas lui parler, elle a pause à café, je sais pas. Elle a le tour de cou, on sait que c'est bon, on sait qu'on est safe. Donc c'est des petites choses, mais c'est hyper important. Et la troisième chose, c'est qu'on essaye d'amener nos clients aussi à la signature de la charte LGBT+, et à prendre conscience de l'importance de l'inclusion et de la diversité dans leur propre structure. Voilà, je vais m'arrêter là pour Accenture et je vais laisser la main à Marcy. Donc, pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui, donc je suis agitatrice, je m'appelle comme ça, c'est pas du tout mon vrai intitulé, mais je suis agitatrice de communauté de recruteurs et de recruteuses IT au sein de l'école du recrutement. Pourquoi c'est important de repenser le recrutement de manière inclusive ? Tout simplement parce que oui, quand vous avez du coup un pool de recruteurs qui ne sait pas comment attirer des talents LGBT ou en tout cas participer à cette culture safe, ça devient embêtant, ça devient très gênant puisqu'en fait on est presque dans une fraude de ce qu'on est en train de mettre dans l'annonce. Puis quand on arrive dans l'entreprise, c'est un peu la déception. Donc, ce que je fais, moi, à l'école du recrutement, c'est que j'anime une newsletter et plein d'autres publications et autres joyeusetés qui font qu'on s'appuie sur des piliers qui sont extrêmement réalistes, qui sont comment avoir la bonne attitude, comment incarner correctement en fait, une culture safe, comment utiliser la communication non violente, comment rédiger son annonce en prenant en compte tous ces points-là. Ce qui s'est passé quand je suis arrivée dans l'école du recrutement, concrètement, pour moi, c'était un point essentiel de savoir que l'équipe était globalement safe, tout simplement parce qu'en tant que LGBT, on n'a pas envie de se balancer dans la gueule du loup, c'est un peu dommage. Et donc, voilà, ce qui a été extrêmement génial, c'était de voir que je n'étais pas toute seule en tant que personne LGBT. Et croyez-moi, ça a changé complètement la donne sur ce que j'ai ressenti en intégrant cette équipe. Et déjà, rien que ça, je me sens hyper à l'aise de pouvoir parler de ces sujets-là, autant à l'externe, du coup avec le pool de recruteurs, mais autant en interne. Je ne me sens pas limitée. Et ça, c'est quand même vraiment génial. Avant
d'être à l'école du recrutement, j'étais chez We Love Dev. Alors peut-être que vous connaissez, c'est un job board qui est aussi média, spécialisé du coup dans la tech. Et il y a eu littéralement un avant-après. Je suis arrivée là-bas en tant que chargée de communication. J'étais rédactrice en chef par la suite. Et croyez-moi, changer une ligne éditoriale dans un milieu qui est hautement masculin et pas forcément sensibilisé à la culture LGBT, c'était un défi. Mais c'était génial, parce qu'il y avait tout à faire. Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez, là, il y a quelques semaines, l'équipe média a publié une vidéo, il y a une série de vidéos, je vous invite à la voir, c'est vraiment génial, ça s'appelle La petite histoire de la tech. Ben, mine de rien, on a parlé d'Alan Turing, qui était l'une des premières personnes LGBT out. Et c'est quand même vachement cool de se dire qu'aujourd'hui, on peut avoir même des rôles modèles à l'ancienne comme ça, qui reviennent sur le devant de la scène et qui indiquent qu'il y a un changement de posture, un changement tout simplement même de rayonnement médiatique sur la visibilité LGBT. Ce qui se passe, c'est que oui, clairement, il y a un truc qui est hyper important que vous devriez comprendre, ou en tout cas propager si ce n'est pas votre cas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne verrez jamais les fruits de ce que vous êtes en train de faire maintenant. Peut-être que vous ne verrez même pas la conduite du changement LGBT dans vos entreprises ou dans vos équipes. Mais soyez sûrs que les graines que vous êtes en train de planter aujourd'hui, c'est un héritage pour demain. Vous voyez des gens comme moi qui ont quitté We Love Dev, mais qui voient qu'on parle de personnes LGBT dans la tech, bah, ça me fait vraiment plaisir. Et toute la communauté LGBT de la tech est hyper contente de voir ça. Bah, peut-être que voilà, j'y suis plus, mais ça existe, ça perdure. Les nouvelles générations qui vont arriver, qui sont beaucoup plus out, beaucoup plus vives sur la question LGBT, vont avoir besoin de ces représentations-là. Donc ouais, gardez juste en tête que les graines que vous plantez aujourd'hui, ben, c'est un héritage pour demain. Et en tout cas, ben, merci. Merci de nous avoir écoutés. On va peut-être passer à une série de questions. Je pense qu'on a à peu près temps pour une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette super intervention de Kedia et Marcy? Alors, vous nous avez beaucoup parlé de comment descendre la hiérarchie vis-à-vis de toute cette problématique-là. Moi, je vais vous demander comment on fait pour remonter la hiérarchie, c'est-à-dire de comment on fait pour que nos dirigeants soient plus sensibilisés à ça. Parce que je pense qu'on a tous connu des moments qui nous ont gênés et qui venaient spécifiquement d'eux, en fait. Tu veux commencer, Kedia? Tu veux que je commence? En fait, quand tu disais monter et descendre, du coup, tu peux juste respécifier ce que tu voulais dire parce que j'ai envie d'être précise. Non, mais vous nous avez beaucoup expliqué en fait comment former les gens vis-à-vis de ça, et comment gérer des gens que on manage. Et du coup, c'est comment faire pour que les gens qui nous managent soient aussi sensibilisés à ça. Il faudrait les former. Il faudrait qu'ils participent à une session de formation et potentiellement qu'ils aient quelqu'un à leur niveau ou les DRH qui poussent les managers. Donc, je sais qu'à Accenture, l'ensemble des managers ont eu une formation sur l'inclusion des personnes LGBT+. Qu'ils le veuillent ou non, ils ont été formés là-dessus. Et ils ont des obligations vis-à-vis des employés à ce sujet. Obligation de tolérance zéro notamment. Ouais, et puis encore une fois, je pense qu'en fait, faut arrêter de penser que c'est hyper descendant, tu vois, dans le sens où, en tant que salarié, vu qu'en plus, du coup, quand même, ton employeur a un droit, il a littéralement l'obligation de te protéger, faut pas sous-estimer sa parole en tant que salarié, et c'est hyper important de prendre en compte ce truc-là. C'est-à-dire que du moment où il y a une personne qui parle et qu'elle est soutenue par d'autres personnes, en fait, faut limite faire voler en éclats cette question de hiérarchie, parce qu'on parle d'humain à humain. Et c'est pas utopique que de le dire, en fait. C'est vraiment rappeler que la frontière est parfois très très fine entre vie privée et vie professionnelle. Et rappeler juste qu'on a le droit au respect, à ne pas vivre des agressions sur le milieu, sur le terrain professionnel. C'est juste le droit le plus fondamental. Et sensibiliser le manager comme ça. En vrai, je pense que c'est même pas une question de hiérarchie, vraiment. Je pense que tu peux replacer, si ça t'arrive ou si tu as déjà été confronté à ça, moi ça m'est déjà arrivé, juste replacer que le curseur il est d'humain à humain. Et en tant qu'être humain, on se doit le respect mutuel. Et encore plus sur le milieu professionnel. S'il n'y a pas de formation possible, faites voler en éclats la question de hiérarchie. Ça n'existe plus. Quand on vous insulte, quand on vous menace, ça n'existe plus. Et c'est OK. Il y avait une autre question peut-être? Ah oui.
Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage parce que à la base, je me suis mis à mon compte il y a peu. Ok. Et j'ai été aidée par la BGE, donc c'était un organisme, et la formatrice m'avait dit de ne pas forcément mettre en avant le côté que moi je suis lesbienne et LGBT. Et finalement, en discutant avec une personne non LGBT, elle m'a posé la question, est-ce que toi, ça t'embête pas d'avoir des futurs clients qui sont potentiellement homophobes en fait? Et je me suis dit, bah non, c'est vrai que c'est pas mon souhait. Donc moi, c'est quelque chose que je véhicule. Moi, j'ai fait un site web pour du coup une association basée sur Saint-Nazaire. Donc je suis super fière. Et en fait, je préfère maintenant le mettre en avant et je le mets en avant aussi sur Slack, même sur mon compte LinkedIn, parce que je me suis dit que moi, potentiellement, vu que c'est pas un souci pour moi et que je trouve que être lesbienne, en fait, bah c'est super, et point barre, et il n'y a pas à en dire plus, et bah, je me suis dit que d'autres personnes qui ont moins cette envie ou cette facilité de le faire, bah, au moins elles peuvent se retrouver en espace safe, et que si elles veulent me recruter ou bosser avec moi, en tout cas avec ma petite entreprise, parce que moi je suis juste solopreneur, mais pour moi c'était important, et du coup j'ai préféré vraiment le marquer, quoi. Et je pense que l'histoire de la charte, c'est intéressant aussi. Donc je suis vraiment... c'est vraiment un message très, très important. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des rôles modèles. Et ça permet aussi... j'ai été... Finalement, sur LinkedIn, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont contacté uniquement pour ça, quoi. Et c'était pas lié forcément à de la créa de site, mais c'était parce que j'avais mis un petit arc-en-ciel et que du coup, ils étaient là... Donc voilà, donc je pense que pour moi c'est vraiment potentiel à mettre en avant de n'importe quel, si c'est une grosse boîte ou juste un solopreneur en fait. Voilà, c'était mon témoignage. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin. J'ai quand même une question. Ok. Donc, je retiendrai quand même le sujet de la bienveillance et de l'empathie. Et c'est vrai que les situations qui ont été partagées tout à l'heure m'ont rappelé des souvenirs passés dans les grands groupes. Je me dis que en gros, il y a un gros travail à faire. Il y avait 3 entreprises. Accenture, l'école du recrutement, We Love Dev. Comment la communauté LGBT+, peut finalement avoir un radar des entreprises qui sont aujourd'hui considérées comme safe place. Voilà. Il existe plein de choses comme Glassdoor, etc., pour témoigner en tant que collaborateur. Est-ce qu'il y a un radar ou un ranking, ou peu importe, il y a des rankings sur tout, alors peut-être que... Oui, complètement. Je pense que je peux te laisser répondre sur la question, Kedia. Alors, j'ai pas connaissance d'un ranking à ce jour, mais peut-être qu'il existe. En tout cas, déjà, un bon point de départ, ça peut être les signataires de la charte LGBT+, autre cercle. Clairement. Parce que là, c'est vraiment des entreprises qui ont fait la démarche de prendre position, de signer la charte et de s'engager pour l'inclusion des personnes LGBT+. Après, clairement, souvent, les personnes qui sont engagées, les entreprises, elles ne se cachent pas sur le sujet, donc allez voir leur site web. Souvent, ils en parlent de leur politique d'inclusion et de diversité, parce que clairement, c'est un vecteur d'attraction pour les nouveaux talents aussi, et surtout pour la nouvelle génération qui est beaucoup plus à l'écoute, on va dire, des valeurs, de l'éthique au sein de l'entreprise. Et aussi, le bouche à oreille, clairement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, et je connais pas mal de personnes qui font ça, à aller directement parler à des employés de l'entreprise pour savoir comment ça se passe en interne. Est-ce qu'ils trouvent que c'est un endroit safe? Est-ce qu'au niveau de l'inclusion et de la diversité, ça se ressent au quotidien, ou c'est juste de la communication? Très bien. On les applaudit? Merci beaucoup.